À mi-parcours de la campagne électorale, le Conseil supérieur de la communication livre son verdict. Le régulateur estime que les médias burkinabés assurent bien leur rôle. Les principes d'équilibre et de pluralisme dans le traitement de l'information sont bien respectés malgré quelques manquements. À suivre également dans ce journal les attentes et les préoccupations des habitants des zones non loties en cette période électorale. Eau potable, logement décent, emploi, route. Les attentes sont nombreuses, vous les entendrez dans quelques instants. Une période électorale mise à profit au syndicat autonome du ministère des Affaires étrangères. Le SAMAE dénonce l'incompétence et la mauvaise gestion du patron de la diplomatie burkinabé. Il va plus loin, c'est la tête de Alpha Bari qui est demandée. Et puis, nous l'avons appris en fin de matinée, l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings n'est plus quand l'Afrique perd un panafricaniste. Le Burkina Faso lui pleure un grand ami, une amitié née avec le président Thomas Sankara et renforcée avec Roch Marc Christian Kaboré. Le chef de l'État justement salue la mémoire d'un homme de conviction. Voilà pour les grandes articulations de cette édition. Merci d'être des nôtres, mesdames et messieurs. Entamons tout de suite la page consacrée à la campagne électorale. À un peu plus d'une semaine de la fin de la campagne électorale, le Conseil supérieur de la communication tire son chapeau aux médias burkinabés. Globalement, les médias ont respecté les principes d'égal accès, de pluralisme et d'équilibre de l'information. C'est ce qui ressort du bilan à mi-parcours du respect du pacte de bonne conduite signé avant le début de la campagne. On fait le point avec Mamounata Kabouri. La télévision BF1 est en pole position dans le paysage des médias audiovisuels privés pour ce qui est de la couverture médiatique de la campagne électorale. La télévision qui a le plus ouvert ses antennes à la campagne est la télévision BF1. Ce média a couvert les activités de 20 acteurs politiques à travers un temps d'antenne de 17h06:40. La télévision 43 est celle qui a le moins relayé les informations sur la campagne. Au niveau des médias publics, l'on retiendra que la RTB Télé a couvert jusque-là les activités de campagne de 10 candidats à la présidentielle sur les 13 en lice en 15h37:06. En ce qui concerne les législatives, la RTB Télé a couvert les législatives, les activités donc relatives de 65 acteurs politiques à travers un temps d'antenne de 54h43:53. La radio nationale a accordé un temps d'antenne de 54h57:43 à 60 acteurs politiques. Pour ce qui est des radios privées, elles sont 63 engagées sur l'ensemble du territoire national, dont 9 à Ouagadougou qui ont ouvert leur zone à 47 acteurs politiques, à travers un temps d'antenne de 79h16:54. Excepté le journal Le Pays qui n'enregistre aucune page sur la campagne électorale, la presse écrite, publique comme privée, ainsi que la presse en ligne sont également présentes sur le terrain de la couverture médiatique de cette campagne et dans l'ensemble, le bilan est jugé positif au CSI. De façon globale, on peut dire que les principes d'égalité d'accès dans les médias publics, du pluralisme, l'équilibre de l'information dans tous les médias sont relativement bien respectés. Et cela est à mettre à l'actif des médias qui ont fait preuve de professionnalisme, mais aussi de toute la classe politique. Comme il fallait s'y attendre, l'ambiance de cette campagne électorale, dominée ces derniers jours par les expressions comme Hakuna Matata ou Kuna Shira, se sont invités aux échanges. Et là-dessus, voilà ce que pense le CSI. Ce n'est pas vraiment très grave, parce que ce sont des éléments qui alimentent la période de la campagne. Je trouve que c'est préférable à là où on allait être plutôt plus en train de s'envoyer des clashs, des éléments plus durs.
Des manquements, il y en a eu, mais pas de nature à entacher le processus, a précisé le Conseil supérieur de la communication. Qu'à cela ne tienne, il convient de noter que le Conseil a également constaté un affichage anarchique dans toutes les villes du pays, regrettant aussi les affichettes de certains partis apposées sur les affiches des candidats d'autres partis, qui est de nature provocatrice. L'autorité de régulation des médias appelle les politiques à sensibiliser davantage leurs militants. Pour la première fois depuis le début de cette campagne électorale, Zéphirin Diabré admoneste directement son principal challenger, Rochmar Christian Kabouré. Depuis Manga, pour le meeting du Centre-Sud, le candidat de l'UPC, l'Union pour le Progrès et le Changement, a dénoncé l'attitude du président sortant à propos de son projet de réhabilitation des cours d'eau du Burkina Faso. Voyons les temps forts du meeting avec Rémi Lambert-Nébi. Une entrée remarquable de Zéphirin Diabré dans la capitale du Centre-Sud. Après une pieuse pensée à la défunte députée de la localité Rose-Marie Comporé Konditamdi, il adresse pour la première fois depuis le début de la campagne électorale une réplique à l'un de ses principaux challengers. Un candidat, quand il se lève le matin, on dirait que lui, il cherche à savoir ce que Zéphirin Diabré a dit avant de parler. Je vais lui demander, lui, il n'a pas de programme ou quoi? Il n'a qu'à nous dire ce que lui veut faire. Et il ne pas supprimer ce que moi je dis. C'est ça, non? Les femmes m'accordaient là. Quand j'ai décidé de ressusciter un vieux projet que le président Lamizana avait essayé de porter et qui date de la colonisation, qui consiste à rénover les cours d'eau dans le Burkina. Nous, Nassimo et Nakambe, en construisant aussi des canals. De l'eau, ça c'est qu'elle a fait ça. C'est qu'il dit, oh, il ne peut pas. Voilà un peu mieux. Je vais l'envoyer faire un stage en France, au canal du Midi, en Chine, au Grand Canal, au canal de Suez et au canal de Panama, pour qu'il voit ses yeux et après ce qu'est un canal et comment faire un canal. Pour Zéphirin Diabré, les Burkinabés doivent cultiver désormais une nouvelle mentalité. Désormais au Burkina Faso, dire c'est impossible, là, ça, non, nous entendons ça. On essaye et on va. C'est une vraie philosophie. Parce que nous sommes un peuple qui va essayer. Ceux qui, dans leur tête, disent on ne peut pas là, ils ne vont pas se mettre de côté. Et que ceux qui disent on essaie de voir là, qu'ils viennent combattre le droit du pays. C'est ce qu'on veut. Voilà. L'occasion faisant le larron, le candidat de l'UPC a battu en brèche l'idée de subdiviser la région de l'Est en trois. Je me demande à qui il a parlé et qui lui a soufflé cette idée. Moi, j'ai échangé avec les gens dans la région. Ce qui préoccupe les gens de l'Est là, ce n'est pas d'avoir 3 régions et 3 gouverneurs. Ce qui les préoccupe, c'est d'avoir les débarrages du terrorisme dans leur zone. Les gens veulent des départements et des provinces. Il y a des dossiers empilés au Mathénécé depuis des années. Je prends l'engagement ici qu'après le 22 novembre, le pouvoir de l'UPC va examiner toutes ces demandes-là pour les donner satisfaction. Voilà. Les gens veulent ça, les gens ne veulent pas des gens, ils veulent des départements et des provinces. Avant de rejoindre la capitale du Centre-Sud, Zéphirin Diabré a fait dans la matinée une excursion en pays Gouroussi, notamment à Tiakane et Guiaro, dans la province du Naouri, où il a demandé aux populations de ces localités d'accorder leur suffrage aux candidats de l'UPC aux législatives. Le candidat du CDP, lui, était du côté du Boulkiemde dans le centre-ouest. Pour l'étape de Koudougou, Edi Komboyogo a surtout insisté sur le développement des infrastructures routières. Il n'oublie pas cependant cet autre projet cher aux populations de cette localité. Il s'agit de la réouverture de l'usine Fasofani. Roméo Koïta. Edi Komboyogo dans le Boulkiemde. À Koudougou, il a réuni ses militants à la place de la Nation pour son meeting. Dans son discours, le candidat du CDP est resté fidèle à sa stratégie, tirer à boulet rouge sur le pouvoir sortant. Le MPP n'aurait pas tenu ses promesses durant ses 5 années de gouvernance, selon Edi Komboyogo.
Il en veut pour preuve la construction de l'usine de filature face au Fani. Ils ont pris l'engagement de relancer votre usine face au Fani. N'est-ce pas? Ils sont venus lancer ça en pompe. Est-ce que les machines ont démarré? Est-ce que ça a démarré? Ils sont à Ouaga, ils fument des cigares, ils boivent le champagne. Ils ont oublié le Bourkemdé. Combien de fois le président Roch Patricia Kaboré a posé le pied au Bourkemdé? Combien de fois depuis qu'il est élu? Est-il venu? Est-il venu? Il vous a oublié. Quelqu'un qui vous oublie, il faut l'oublier. Le candidat de l'ancien parti au pouvoir s'engage alors à rouvrir cette usine une fois élu. Il veut aussi mettre l'accent sur la construction des infrastructures routières. Nous allons désenclaver les quelques chefs-lieux de province qui n'ont pas encore le bitume. Notez-le, j'en prends l'engagement sur cette terre de Bourkemdé. Je m'engage encore à au moins débuter un chantier dont les études avaient été commencées par le président Blaise Compaoré. C'est l'autoroute qui conduit de Ouagadougou à la frontière Côte d'Ivoire. Croyez-moi, je le ferai pour vous. Le développement des infrastructures, pour lui, c'est aussi le chemin de fer. À ce titre, Eddy entend réorganiser le secteur ferroviaire. Je reprendrai et je renégocierai avec notre partenaire historique, pour que l'on reprenne les rails, pour les ramener à 1,43 d'écart, pour que nous puissions utiliser les trains à grande vitesse. Mais également, il est temps de vous le dire, que ces rails ne s'arrêteront plus à Ouagadougou, mais ils iront jusqu'à la frontière du Niger, en passant par Tambaou. Ça, je vous le promets. Présent à ce meeting, des cadres du parti comme Luc Adolphe Tiao, ancien Premier ministre, et Yaya Zoungrana, député et tête de liste aux législatives dans le Bourkemdé, invitent les militants et ceux qui ont soif de changement à voter massivement le CDP le 22 novembre prochain. C'est le moment de poursuivre avec notre série de portraits des candidats à l'élection présidentielle. Celui qui a l'honneur ce soir est un ancien ministre de Roch, Marc-Christian Kaboré, qui a démissionné en 2017 avec fracas pour dénoncer la conduite des affaires de l'État. 3 ans après, Tahirou Barry, puisque c'est de lui qu'il s'agit, se positionne comme le candidat de la jeunesse qui veut apporter la rupture dans la gouvernance actuelle. Portrait du candidat du MCR, le mouvement pour le changement et la renaissance, avec Roméo Koïta. J'en ai assez de voir le sacrifice de nos martyrs au prix de leur sang, trahis par des dirigeants en crise d'initiative. Ainsi, j'ai pris la décision de rendre ma démission de mes fonctions de ministre de la Culture. C'était le 26 octobre 2017. Dans une vidéo rendue publique sur la toile, Tahirou Barry, alors ministre de la Culture, annonçait sa démission après 22 mois passés au gouvernement Paul Kabatieba I. Il s'est dit déçu de la gestion des affaires de l'État. Une décision diversement appréciée, courageuse pour certains, ingrate pour d'autres. Ce fut alors le début de ses déboires avec le parent, parti au nom duquel il était au gouvernement. Une vingtaine d'années d'aventure venaient ainsi de prendre fin après tant de chemins parcourus. Tahirou Barry quitte le parent, mais préfère éviter le clash avec son mentor, Laurent Bado. Je suis disposé à continuer les échanges avec mon père pour toujours essayer de dissiper les malentendus qui n'ont pas leur raison d'être. Il le dit lui-même, il doit sa carrière politique à Laurent Bado. Tout débute en 1999, date de la création du parent, parti de la Renaissance nationale. Sympathisant au départ, Tahirou Barry crée la même année la cellule estudiantine du parti et en devient le secrétaire général. 3 ans plus tard, soit en octobre 2002, il intègre le bureau exécutif national du parent en qualité de secrétaire adjoint chargé des relations extérieures. Il sera titularisé dans le même poste en 2008 avant d'être élu président du parti le 1er juillet 2010.
En 2015, il est désigné candidat du parent à la présidentielle. Contre toute attente, il arrive en 3e position sur un total de 14 candidats. À défaut du fauteuil présidentiel, il est élu député puis nommé ministre de la Culture, suite à l'alliance entre le parent et le MPP, le parti au pouvoir. Un nouveau challenge venait de se présenter. Avec sa fougue, le ministre de 43 ans voulait révolutionner le ministère de la Culture. On retiendra de son passage l'initiative des trésors du Faso, la réalisation de monuments en hommage aux personnalités historiques du pays à travers plusieurs villes de l'intérieur. Mais l'aventure tourne court. Après 2 ans, il claque la porte du gouvernement et crée le MCR, Mouvement pour le changement et la renaissance, le parti avec lequel il va de nouveau à la conquête du pouvoir d'État. Le capitaine de notre navire est fatigué, épuisé par tant d'années d'échecs et de preuves politiques. Tahirou Barry se considère comme le candidat de la jeunesse. Sa vision, reconstruire un État puissant qui repose sur les valeurs de solidarité, de justice et de cohésion sociale, gage d'une gouvernance vertueuse et d'un développement durable. Maintenant, je vous amène dans les quartiers à habitation spontanée, communément appelés les zones non loties. Comment les habitants des zones non loties vivent-ils cette période de campagne électorale? Quelles sont leurs préoccupations? Accordent-ils du crédit aux acteurs politiques? Une de nos équipes a sillonné quelques quartiers de la capitale burkinabé, Archimède Boy. À Ouagadougou, les quartiers communément appelés non lotis sont aux couleurs de la campagne électorale. Dans les sièges de campagne des partis politiques de ces quartiers, les militants sont mobilisés pour faire élire leurs candidats. Du non-loti de la zone 1 au non-loti de Tengandogo, les attentes des habitants sont nombreuses. L'eau potable, des logements décents, des infrastructures routières, autant d'équations que ces populations veulent voir résolues dans leur zone. Que les politiciens nous aident à avoir des parcelles de terre et de l'eau parce que nous souffrons beaucoup. Qu'ils arrangent aussi les routes parce qu'en saison pluvieuse, les routes sont impraticables. Nous voulons que les candidats prennent en compte nos besoins. Premièrement, qu'ils s'occupent des non-lotis afin que chaque Burkinabé ait son propre logement. L'autre préoccupation de la jeunesse des zones non loties reste la question du chômage. Sur ce point, ce jeune chômeur désespère car pour lui, à l'approche des échéances électorales, les hommes politiques promettent des emplois, mais ces promesses ne sont jamais tenues. Les politiciens viennent nous parler, nous les écoutons. Voyez-vous ici, il y a trop de jeunes au chômage. Ils nous promettent des emplois si nous votons pour eux, mais ils ne tiennent pas leurs promesses. Nous n'apprécions pas qu'ils viennent nous voir chaque 5 ans. Ils risquent de venir trouver que la moitié des jeunes du quartier est décédée. Nous, on voulait qu'ils fassent des petits projets pour nous, les autres là. Vous voyez, on est arrêtés, on est jusqu'à 3 ou 4 jeunes. Bon, il n'y a rien comme emploi. Il y a d'autres qui ont des permis, il y a d'autres qui n'ont pas de permis. Il y a d'autres qui ont des petits boulots à faire, ils veulent des soutiens pour pouvoir avancer le pays. Autant de préoccupations que les candidats engagés dans la course au palais de Kossiam devraient prendre en compte dans leur projet de société pour le bonheur des habitants des zones non loties. Tout autre chose à présent dans le reste de l'actualité, direction le Ghana, où l'ancien président John Jerry Rawlings s'est éteint à l'âge de 73 ans. Panafricaniste avéré, l'homme qui a dirigé la junte militaire au Ghana entre 1981 et 1992 était très ami au Burkina Faso. Une amitié entamée avec le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, puis renforcée avec l'actuel chef de l'État qui l'a reçu plus d'une fois. Roch Marc Christian Kabouré, justement, dans un tweet, a regretté la disparition d'un patriote, d'un homme de conviction qui a su mettre son pays sur le chemin de la croissance et de la démocratie.
John Rawlings s'était personnellement engagé dans la réalisation du projet de construction du mémorial Thomas Sankara. Cette autre information, elle nous vient du front antiterroriste. Hier mercredi, 13 éléments des forces de défense et de sécurité ont perdu la vie, plusieurs autres blessés au cours d'une embuscade contre l'armée burkinabé. Il s'agit d'une patrouille militaire attaquée sur l'axe Tinakov-Beldiabé dans la province de Ludanlan, dans la région du Sahel. Lutte sécuritaire, gestion de la COVID-19, management de la fronde sociale, le pouvoir MPP a échoué sur tous ses plans. C'est le SNAID qui tire à boulet rouge sur le pouvoir sortant. Le syndicat national des agents des impôts et des domaines a tenu son 15e congrès ordinaire ce 12 novembre. Benjamin Kwame. C'est un 15e congrès ordinaire qui s'ouvre dans une ambiance assez décontractée, même si le sujet abordé est grave, la situation nationale. Et justement, sur la situation nationale, le SNAID, le syndicat national des agents des impôts et des domaines, fait un balayage de la gestion du pouvoir caboré. En dépit des acquis de l'insurrection populaire, à ce jour, aucune rupture n'a été constatée avec le régime Blaise Compaoré, se désole le SNAID. Au lieu de considérer la trahison des espoirs des insurgés et des attentes des populations, le pouvoir MPP justifie son échec sur bien des plans par des luttes syndicales, au même titre que les attaques terroristes et la pandémie. Cette pandémie qui est venue prouver à ceux qui doutaient encore que nos centres de santé sont des mouroirs. De 2016 à nos jours, les attaques terroristes ont fait plus de 2000 personnes tuées, plus d'1 million de déplacés internes, des milliers d'établissements scolaires fermés. Pour le syndicat des impôts et des domaines, le gouvernement caboré devrait plutôt se pencher sur ce bilan peu reluisant au lieu de se précipiter pour les campagnes électorales. Ce sont des élections couplées de novembre 2020 qui préoccupent encore toute la classe politique bourgeoise. Pour ce faire, des moyens financiers colossaux sont mobilisés pour la campagne. Pendant que certaines populations sont confrontées à la famine, sans abri, sans sécurité, ce sont plus de 100 milliards qui sont mobilisés pour légitimer des personnes dont les effets catastrophiques des politiques qu'elles prônent sont connus d'avance. Et la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances de renchérir. Les masses populaires sont devenues subitement les bien-aimés de ces politiques en pleine d'aspiration. Les masses populaires doivent savoir que quel que soit le degré de sagesse d'un chat, il ne pourra s'empêcher de souper de la souris. Les populations ont donc intérêt à ouvrir l'œil et le bon. Des luttes unitaires. Le SNAID dit en avoir tiré des acquis, mais le combat est loin d'être terminé. Le syndicat reste dans sa logique. Il exige la suppression de l'impôt unique sur les traitements et salaires sur les primes et indemnités. Dans ce contexte de campagne électorale, le SNAID ne manque pas de propositions dans son secteur d'activité, la fiscalité. Il propose une politique endogène. L'argent existe bien dans ces pays. Il suffit de mettre fin à l'exploitation sauvage de nos ressources naturelles, or, zinc, etc., par les firmes internationales d'une part, et d'autre part, la mise en œuvre des politiques endogènes efficaces en luttant fermement contre la fraude et la corruption. À l'ouverture du 15e congrès, le SNAID a encore une fois exigé l'arrêt des mesures portant atteinte au pouvoir d'achat et la réintégration sans condition des 3 agents du Minefid révoqués. Ça grogne également au département des affaires étrangères, mais là, ce sont des travailleurs avec à leur tête le syndicat qui ne veulent plus de leur patron. Alpha Bari est accusé de mauvaise gestion. Face à la presse ce matin, le SAMAE, le syndicat autonome du ministère des Affaires étrangères, a tout simplement exigé sa démission. Abdou Aziz Sari. Les agents du ministère des Affaires étrangères ne veulent plus de leur patron. Ils exigent le départ de Alpha Bari pour incompétence et mauvaise gouvernance de la chose publique. Le SAMAE, syndicat des agents du ministère des Affaires étrangères, estime que depuis son arrivée à la tête du département, le chef de la diplomatie burkinabé ne cesse de poser des actes contraires
à la bonne gouvernance administrative et diplomatique. S'agissant de la malgouvernance au sein du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, il faut retenir qu'elle remonte aux premières heures du magistère de M. Barry, qui, en aventurier, s'est illustré par son ignorance, son manque de hauteur et le népotisme contraire à la bonne gouvernance administrative et diplomatique. L'esprit cachotier, l'arrogance, la méconnaissance des règles les plus élémentaires de l'administration publique et la mise à l'écart des diplomates de certains dossiers techniques se sont à plusieurs reprises soldés par des maladresses regrettables, d'où la gestion catastrophique de certaines questions hautement sensibles. C'est à croire que c'est en âme et conscience qu'Alpha Barry s'efforce de pousser le ministère dans un gouffre infernal à travers la création de dépenses faramineuses, comme pour laisser derrière lui une administration diplomatique potentiellement ingouvernable et inefficace pour ses successeurs. Il est également reproché au ministre des Affaires étrangères d'avoir effectué des nominations de personnes non diplomatiques à des postes consulaires du Burkina Faso. Selon le SAMAE, rien que le 21 octobre dernier, Alpha Barry a procédé de façon unilatérale à la signature de dizaines d'arrêtés de nomination de 29 fonctionnaires de police dans des ambassades et consulats généraux du Burkina Faso à l'étranger, et ce, avec la bénédiction de son secrétaire général. C'est pourquoi le syndicat exige également la démission de Seydou Sinka de son poste de secrétaire général pour complicité. En effet, comment comprendre qu'au moment même où le ministre Barry et son secrétaire général crient à l'austérité budgétaire, réduisant drastiquement le nombre des diplomates devant être affectés, ceux-ci trouvent curieusement et subitement tant de ressources pour prendre en charge le séjour en ambassade de 29 fonctionnaires de police. C'est à croire que la rationalisation des effectifs et des dépenses dans les missions diplomatiques et post-consulaires n'est que du folklore, une stratégie savamment orchestrée par le ministre Barry et sa horde pour sacrifier le corps de la diplomatie sur l'autel de leurs intérêts égoïstes. À en croire le syndicat des agents du ministère des Affaires étrangères, sur un effectif de 78 nominations au titre des affectations diplomatiques 2020, seuls 28 sont des diplomates. Les autres seraient affectés par complaisance. Comment comprendre que pendant que des ambassades du Burkina Faso accumulent des arriérés de loyers, de frais de scolarité, d'avancement des agents, etc., les autorités du ministère s'obstinent à alourdir des dettes à travers des affectations pour satisfaire on ne sait quel dessein? La réponse à toutes ces questions se résume au fait que le ministre Alpha Barry, loin d'être un homme d'État, ne fonctionne que sur la base de ses intérêts personnels et égoïstes, au mépris total de l'intérêt de l'administration. Le syndicat des agents du ministère des Affaires étrangères invite le président du Faso Roch-Marc Christian Kaboré à se saisir du dossier et prendre toutes les dispositions pour éviter la paralysie et la déliquescence générale de son appareil diplomatique. Voyons à présent ces réalisations de la Fondation Strom. Grâce à une stratégie de scolarisation accélérée passerelle, des milliers d'enfants ont été réinsérés dans le circuit scolaire, des acquis que la Fondation et ses partenaires veulent capitaliser. Archimède Boy nous en dit plus. Des milliers d'enfants sont hors du circuit scolaire, selon une étude du ministère en charge de l'Éducation nationale en collaboration avec l'UNICEF. C'est ce qui ressort de la rencontre annuelle de redevabilité de la Fondation Strom vis-à-vis de ses partenaires. Œuvrant dans les domaines de l'éducation et de l'économie inclusive, la Fondation passe au peigne fin la stratégie de scolarisation accélérée passerelle, un programme visant la réinsertion des enfants hors école, âgés de 8 à 12 ans. Et cette étude révèle qu'il y a plus de 2 millions d'enfants qui sont hors école au Burkina Faso. Et vous connaissez la situation aussi que vit notre pays à certains endroits, compte tenu de l'insécurité. Cela affecte l'éducation des enfants. Donc plusieurs d'entre eux sont hors école. Et nous, notre objectif, c'est de pouvoir encore et encore plus permettre à ces enfants d'avoir accès à l'école. Dans cette dynamique de scolarisation, la Fondation reste encouragée par les succès engrangés sur le terrain. Et à cela, on a eu même à faire des études ponctuelles, en plus du suivi régulier que nous faisons, pour savoir quand même le taux de rétention de ces enfants à l'école. Et nous avons pu nous rendre compte que au moins 75% de ces enfants qui sont transférés dans l'école restent toujours dans le circuit de l'école et poursuivent leur scolarité. Pour la Fondation pour le développement communautaire, une ONG partenaire œuvrant dans la mise en œuvre de l'éducation inclusive,
Le constat est édifiant en une année. En une année, quand on les envoie en 4e marine au CE2 ou en 3e marine au CE1, ils arrivent à s'intégrer dans le système formel et à être encore plus performants, sinon aussi performants que les enfants qui ont commencé le CP1 dans le système formel. Un projet est en cours d'élaboration avec le ministère en charge de l'Éducation nationale et la Banque islamique de développement, indique le coordinateur de la Fondation Strom. Il vise à mobiliser 10 milliards de francs CFA pour la scolarisation d'autres enfants du pays. Mira Élevage, elle a fait dans la formation. Ce sont 2500 personnes qui ont été formées dans le domaine de l'élevage. Une formation axée sur la nutrition et la gestion des couveuses. Et c'était lors d'une tournée dénommée Tour de Ouaga. L'idée avec cette PME, c'est de contribuer à lutter contre le chômage et la pauvreté. Stéphanie Hien. Tour de Ouaga prend fin. Cette tournée de formation a permis à Mira Élevage de former au moins 2500 personnes. La nutrition des poussins, la fabrication, la gestion et l'utilisation de couveuses et le marketing en ligne sont entre autres des formations reçues par les participants. Et Mira Élevage ne veut pas s'arrêter à la formation. Certains passionnés d'aviculture bénéficieront d'un financement et d'autres d'un accompagnement en nature. À l'issue de cette tournée-là, nous avons distribué plus de 25 000 poussins. Et les couveuses que vous voyez, c'est 60 couveuses d'une valeur de 4 500 000 que nous allons remettre à quelques participants. Et nous allons aussi accompagner 2 personnes dans la réalisation de leur projet à hauteur de 500 000 francs par personne. Ce que nous attendons des participants, c'est de mettre en pratique immédiatement ce que nous leur avons montré. Parce que l'objectif premier de Mira Élevage, c'est quoi? C'est de lutter contre la pauvreté et le chômage à travers l'élevage. À l'issue de cette tournée, Mira Élevage a fait également dans le social. 6 associations de personnes vivant avec un handicap ont été sélectionnées. Ils bénéficient ainsi d'une aide composée de matériel, d'une formation et d'une enveloppe, le tout estimé à 250 000 francs CFA. Et à partir de la formation, j'ai pu connaître comment faire de l'élevage et j'ai même commencé. Bon, ça va me servir à grandir ce que j'ai commencé. Oui, puis je vais me lancer à fond. Je lance un appel à toutes les femmes qui ne croient pas, qui ne croient toujours pas que les femmes peuvent faire de l'élevage. C'est un appel que je lance. Elles peuvent venir essayer. Ce qu'on peut faire, c'est de prier Dieu pour qu'elle ait la santé, pour pouvoir continuer ses œuvres de charité. Vous avez vu que c'est plus de 6 associations. C'est pas peu. Si chacun pouvait faire comme ça allait beaucoup diminuer le chômage. Parce que si on commence et si ça marche, nous allons employer des gens. Ça diminue le chômage. Et le gouvernement doit l'aider, à nous aider. Mira Élevage rime avec innovation. Une nouvelle marque de volaille sera lancée, Mira Bio. L'inauguration de son nouveau siège est prévue pour le 20 décembre prochain. Les opérateurs économiques burkinabés veulent disposer de plus d'informations sur les besoins des entreprises minières afin de mieux adapter leur offre de services miniers, puisque les fournisseurs locaux n'assurent que 15% des besoins des entreprises minières. Leurs préoccupations devraient trouver réponse à la journée du fournisseur minier du Burkina Faso, un cadre qui vise à rapprocher davantage les prestataires de services locaux et les acheteurs des mines. Luc Pakbelgen. Les 17 sociétés minières en service au Burkina Faso commandent en moyenne par an 500 milliards de francs CFA de services. Sur cette commande, seuls 15% sont assurés par des fournisseurs locaux. Les difficultés à ce niveau sont de plusieurs ordres. Les opérateurs économiques burkinabés disent ne pas disposer d'assez d'informations sur les besoins des entreprises minières. Mais à la faveur de la journée du fournisseur minier du Burkina Faso, une plateforme est mise en place afin que les deux acteurs accordent leur violon. L'organisation de la journée du fournisseur minier, c'est mettre la lumière sur le secteur économique environnant le secteur minier. Il y a des prestataires de biens et services dont les mines ont besoin aujourd'hui, mais elles ne savent pas forcément qu'il y a cette expertise localement. Donc nous, notre rôle, c'est de rapprocher
les prestataires de biens et services locaux existants et également les acheteurs des mines qui sont ces personnes-là qui gèrent les marchés au niveau des mines. Disposer de fournisseurs miniers performants, c'est le souhait des entreprises minières. Les mines fonctionnant 24 heures sur 24, la réactivité en termes de fourniture s'impose. Bon, qu'est-ce que nous, on demande, c'est évidemment, c'est d'avoir des prix compétitifs, et évidemment une qualité de biens et services qui sont exemplaires, qui rencontrent les standards internationaux, et puis évidemment une disponibilité également des biens et services, puisque une mine, ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La Chambre des mines du Burkina accompagne la BSM, l'Alliance des fournisseurs burkinabés des biens et services miniers, depuis la première édition pour diverses raisons. Des ateliers comme celui-ci permettent effectivement de promouvoir la fourniture locale de biens et services. Au cours de cet atelier, les compagnies minières vont donner des informations sur la qualification des fournisseurs afin qu'ils puissent capter les commandes minières. Le Canada, qui a une expérience en fourniture de biens et services miniers, n'a pas hésité à partager son expérience avec la BSM. On a déjà et souvent, au cours des dernières années, organisé des missions commerciales pour des fournisseurs burkinabés au Canada pour établir des liens avec des fournisseurs canadiens, aussi apprendre de l'expérience. Donc, ce sont des choses que l'on fait régulièrement. Et voilà, donc oui, le Canada a une bonne expérience, puis on essaie de partager tout ça avec le Burkina. Selon le ministère des Mines et des Carrières, au 30 juin 2020, la production d'or brut s'établit à 26,5 tonnes, la production artisanale à 201,245 kg et 68 649,187 tonnes de zinc. La contribution du secteur en termes d'emplois directs et indirects fait ressortir 51 361 emplois créés. En termes d'achats locaux, les chiffres ont connu une hausse, mais il reste beaucoup à faire, d'où la pertinence de ces journées du fournisseur minier. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous faites confiance depuis Gaudir dans le Sanguier. Soyez-en remerciés. Donc, à demain pour d'autres actualités.